Salut les footeux, bienvenue dans les pieds carrés, épisode 3, le podcast, le nouveau podcast d'Antenne Centre où les génies de la tactique de comptoir refont le football à coups d'analyses approximatives, de tacles gratuits, les tenues de circonstances comme d'habitude, les maillots de foot. La compo du jour aujourd'hui pour cet épisode 3, on a donc Adrien Mouchet, notre journaliste que vous connaissez très bien, bien entendu, grand fan de Brighton, où ça se passe pas trop bien, il faut bien dire les choses. Gaël Brunin, le Carolo de service. C'est ça. Il en faut un toujours. Mon gars Bruno, comme disaient les Deschiens. Et puis notre invité aujourd'hui, on a un invité et ce sera le coach. Notre coach aujourd'hui, c'est Sébastien Wauter. Salut Seb. Bonjour Silvio. On peut t'appeler Seb? Oui, avec plaisir. Pas de souci avec ça. Le nouveau co-leader de la première provinciale. On va discuter de tout ça avec lui. D'abord Sébastien, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Figure locale à Soigny, puisqu'originaire de Neuville, je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est bien ça. Ancien coach du Saint-Forinois. Et au moment où tu es arrivé à Soigny, ça date déjà pratiquement d'il y a 3 jours. Non, même pas pratiquement, 3 ans. Ça va faire 3 ans ici, oui. Jour pour jour, pratiquement. Ouais. J'avais repris une déclaration dans la presse écrite qui disait « Ma première expérience en P1, une série particulière ». Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette série? Elle est vraiment particulière, c'est-à-dire qu'au niveau du jeu, de l'ambiance, c'est pas comparable à ce qu'on peut voir un échelon en dessous, au-dessus. Et voilà, beaucoup de roublardise, beaucoup d'expérience et une série très compacte qui est souvent difficile à lire. C'est quoi? C'est les bacs de bière dans les vestiaires qui font la différence, la singularité? Chacun a son petit truc, mais voilà. On sait aussi qu'il y a peu d'équipes qui parviennent à être performants dans la durée dans cette série. C'est ce qui en fait aussi de particularité. Ouais, elle est souvent disputée, c'est sûr. Ton modèle de coach, Seb, tout niveau confondu? J'ai pas de modèle particulier, mais c'est vrai que le maillot est là. Liverpool, donc. La période Jürgen Klopp m'a bien plu par son enthousiasme et c'est voilà, ce qui dégageait sur le terrain, la communion qu'il avait avec ses joueurs et voilà, quelqu'un qui est inspirant à ce niveau-là. Liverpool, où ça va pas très bien. Apparemment, oui. On aura l'occasion d'en reparler. Tu es supporter de Liverpool donc depuis longtemps, depuis toujours? Non, mais voilà, on rigolait, mais c'est le seul maillot dans lequel je rentrais réellement encore. On a tous le même problème en fait. On a tous avancé le même argument depuis ce podcast. Non, après j'ai toujours bien aimé l'atmosphère à Anfield et c'est vrai que c'était un club aussi qui pendant des années a couru derrière les trophées et il y avait quelque chose de sympathique aussi. Et puis c'est vrai que j'ai le vieux Ian Rush, ça je l'ai connu un peu, mais après surtout Robbie Fowler. À Michael Owen et compagnie. Donc, ouais, vraiment, toujours cette ambiance et Never Walk Alone dans le stade. Un des derniers ballons d'or anglais, Michael. Le dernier. Owen. C'est vrai que le You Will Never Walk Alone, il est quand même mythique, impressionnant. Ouais. Même à la télé. Chair de poule. Ouais, les poils tout le temps. En tout cas, merci d'être là, Seb. Ça va être un plaisir de partager, de bavarder avec toi pendant 45 minutes, puisque c'est le principe du podcast. Donc, on va lancer le chrono pour la première, la mi-temps, en quelque sorte. Et on va tout de suite passer à la première rubrique de ce podcast des pieds carrés. Donc tout le monde en parle. C'est parti pour le jingle. Vas-y Thomas. Allez, Adri a précédé un petit peu notre discussion du jour. Il a mis le maillot, il s'est vêtu, je sais jamais. Diable Rouge donc. Belgique-Macédoine, ce sera vendredi 10 octobre. Pays de Galles, Belgique, lundi 13 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de la sélection de Garcia? Witsel est de retour. Bon, ça c'est parce que, a priori, Tielemans est blessé. Mais Adri a une bonne idée de parler de Stassin, évidemment. Bon, oui. Qui évolue en Ligue 2. Est-ce que, vu les circonstances actuelles, l'état de forme des attaquants, des Diables Rouges, l'absence de Lukaku, ça pourrait faire l'affaire? Oui, évidemment, pour nous, dans la région, on aurait tous apprécié le voir. Mais c'est vrai qu'il a un profil très intéressant. En plus, même avec la descente en Ligue 2, on voit qu'il reste concerné et qu'il continue à être efficace. Donc oui, c'est dommage qu'il soit pas repris. Après Witsel, bien joué du coach, vu que ça va jouer à Skessin. Au niveau de l'ambiance. Voilà. Après, c'est logique de ne pas reprendre un gars qui joue en D2? Moi, je pense qu'il n'a pas été courageux, Rudy Garcia, qui a préféré s'appuyer sur des joueurs qui ont déjà l'expérience, quitte à ce que ce soit des joueurs qui ne jouent absolument pas, comme Batshuayi. Batshuayi, Openda, ça se passe pas bien non plus. Voilà, et on dit toujours que il est là aussi pour préparer l'avenir. En fait, là, je pense qu'il pense pas du tout à l'avenir, qu'il pense uniquement aux 2 matchs et à la qualification pour la Coupe du Monde. On est tous d'accord, c'est super important, mais dans l'état actuel des choses, il ne pense pas du tout à intégrer des nouveaux joueurs, encore moins des joueurs des postes aussi importants que l'attaque. On sait qu'il y a un grand problème avec la blessure de Lukaku, qu'on cherche désespérément un numéro 9 capable de prendre sa place. Alors je dis pas que ça aurait été Stassin. Maintenant, ce qu'il a fait l'année dernière en Ligue 1, je trouve que c'était, avec une équipe qui jouait le maintien, qui est descendue d'ailleurs, c'était magnifique. Ici, il a 4 buts, 2 assists depuis le début de la saison.
pourquoi pas lui donner une chance par rapport à un joueur. Openda, je dis pas, il joue comme à la Juve, il y a sa standing, mais un joueur comme Michi qui malheureusement n'a plus rien fait depuis 3 ans et qui ne fait toujours rien cette année-ci, je pense que ça aurait été courageux d'intégrer Lucas Tassin. D'accord avec ça, Seb, Gaël, tu Oui, je sais pas si ça arrivera souvent que je sois d'accord avec Adri, mais sur ce coup-là, je suis totalement d'accord avec lui. Ouais, effectivement, pour moi, Ligue 2 ou pas Ligue 2, le gars il preste, il est jeune, il est bourré de talent, et puis Michi, avec tout le respect que j'ai pour lui. Effectivement, moi je savais même plus qu'il joue encore au football. Je l'apprends, non. Évidemment, je suis un peu ironique, mais je préfère effectivement qu'on tente de lancer un jeune qui est bourré de talent et qui va sans doute faire une belle carrière et qui montre chaque semaine sur le terrain qu'il a le niveau plutôt qu'un gars qui n'a plus fait grand-chose et qui a des bribes de match. D'autant que ça ne m'étonnerait pas qu'il ne monte même pas au jeu non plus Michi. Donc pour ça, bon voilà. Être repris en équipe nationale, qu'on soit en D1 ou en D2, c'est le rythme qui compte ? Oui, je pense. Et l'état de forme. Dans ce genre de match, il faut être au top au moment J, au moment M, je vais y arriver. Et voilà, Michi ne joue pas du tout depuis un bout de temps. Et lui, par contre, est bien dans le rythme. Et peut-être que sur 10 minutes, il aurait pu faire la différence, en effet. Donc on le disait, Openda, c'est compliqué pour la Juve, nouveau championnat aussi. Il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps. Lukaku est blessé, Batshuayi ne joue pas. Roméo Vermaat, il y a beaucoup de gens qui avancent son nom parce qu'à Bruges, il fait de bonnes choses. Oui, alors je dois bien vous avouer que c'est pas le joueur que j'ai le plus suivi. Mais c'est un autre profil, c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement un autre profil. Là, je pense que peut-être c'est un peu tôt. Alors la preuve, c'est plus facile pour moi puisque j'ai pas suivi de très près ses prestations, mais je pense que là, effectivement, quand on parle d'attaquant et de Stassin, c'est quand même déjà un autre niveau. Pour moi, une énorme avance, effectivement. Mais tous les gens qui sont valables, en tout cas, sont les bienvenus. Mais je pense que là, c'est peut-être encore un petit peu court, un petit peu tendre. Il faudrait peut-être, sur la durée, que ça prouve un peu plus. Je pense que Stassin a une longueur, si pas 2 d'avance. Mais il va falloir rapidement penser à la succession de Lukaku quand même. Parce que ça fait qui vieillit, hein. Oui, et puis c'est un peu le revers de la médaille, c'est que ça fait des années en fait qu'on est beaucoup trop dépendant dans l'équipe nationale à l'état de forme de Romelu Lukaku et qu'on n'a pas de plan B. J'espérais que Tedesco en trouve un, il n'a pas trouvé. Garcia, pour l'instant, il n'essaye pas de trouver un plan B à Lukaku. Enfin, il a essayé de Ketelaar en 9, enfin bon, c'était un fiasco complet. Donc il est vraiment temps de penser à la succession de Lukaku et ça passe peut-être aussi par un système qui dépend moins de la forme de ton attaquant, quoi. T'as pas un joueur de Soigny qui pourrait faire l'affaire J'avais Belfiore, mais c'est mal parti. On a aussi un problème de neuf depuis le début de saison. Qu'on salue Nico Belfiore, que j'ai eu au téléphone il y a 2-3 jours, qui est en pleine rééducation. On cherche aussi. Et donc on croise les doigts pour lui. Parce que jeune, si, il y a pas mal de jeunes intéressants. Juste une chose à rajouter, on en parle souvent avec Adri dans le bureau notamment. Remplacer Lukaku, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est est-ce que c'est les entraîneurs qui ne trouvent pas le remplaçant ou est-ce qu'il n'existe pas pour le moment? Moi, j'ai plutôt l'impression que pour le moment, on n'a quand même pas pléthore d'attaquants de top niveau. Et pour l'instant, j'en vois pas un qui se dégage. Donc voilà, les coachs pourraient trouver, mais j'imagine qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de matos à disposition. Donc voilà. Malheureusement, on n'a plus de Fellaini qui peut en cas de coup dur, se retrouver en front d'attaque. Voilà, c'était pour la petite rubrique. Tout le monde en parle. On voulait évoquer les Diables Rouges. C'est quand même un petit tournant là, quand même. C'est 2 matchs importants, hein, les gars. Ah oui, très clairement. Là, oui. Là. 34 points, en fait. Et si tu prends 4 points, tu es qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, Macédoine et Pays de Galles, en théorie, c'est censé passer, mais bon, voilà, on a quand même pris 2-0 contre l'Ukraine il y a quelques temps, donc rien n'est sûr. Hein. Et puis on se souvient des matchs allés, ça a été très compliqué. Donc, dans les 2 cas, oui, tout à fait. Ouais, il faut quand même pas oublier qu'on n'est plus l'équipe nationale d'il y a quelques années, donc voilà, on n'est plus le rouleau compresseur et on ne gagne plus les doigts dans le nez tous nos matchs de qualif, donc prudence quand même, mais logiquement, effectivement, ça doit passer, sinon on n'a rien à faire. Après, les Pays de Galles, personnellement, je me réveille encore la nuit en hurlant. Hein, un peu bête noire, c'est pas des très bons souvenirs. Hein, c'est un peu la bête noire des Diables Rouges. Voilà, donc pour la première rubrique, on voulait évoquer bien sûr les Diables Rouges à quelques jours. Donc des qualifications pour la Coupe du Monde. L'actu des clubs, c'est maintenant, c'est tout de suite, et c'est Thomas qui va appuyer sur le petit bouton pour envoyer le jingle. Allez, l'actualité de nos clubs, évidemment, on commence par la RAL. 0-0 contre Zulte Waregem ce week-end, 8 points sur 12, 4 matchs de suite sans défaite. Et la RAL est à hauteur de Charleroi, mon bon Gaël. Oui, enfin bon, au classement général, je pense qu'ils sont quand même une place derrière, même s'il y a le même nombre de points. Mais bon, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Tu es un peu tatillon. Oui. Je suis Carolo, quoi, surtout. Voilà. C'est ça. Comme Sébastien, quelque part. Quelque part maintenant, oui. Comme les gens de bon goût, j'ai envie de dire. Sébastien. C'est la vie de Gaël, je me suis délocalisé. Okay, d'accord. Bon, alors que penser
ça va bien pour la RAL, soyons clairs. 5e clean sheet en 10 matchs. La notion de clean sheet, Sébastien, comment tu la décodes, toi? Parce qu'on parle toujours des gardiens, mais il y a une défense devant. Il y a une organisation surtout, et voilà, une envie de bien faire les choses en commençant par l'arrière avant d'aller plus loin. Et bon, je pense que Fred savait à quoi s'attendre en arrivant en D1 et il ne fallait pas partir la fleur au fusil. Donc je pense qu'ils assurent d'abord derrière en grappillant ce qu'ils peuvent prendre. Et jusqu'à présent, ça marche très bien. Il n'y a pas de raison de changer. Donc garder le 0, c'est gratifiant aussi pour toute la défense, pas seulement pour le gardien. Ça participe aussi à l'ambiance de groupe parce que voilà, les attaquants marquent des buts, mais les défenseurs, quand on garde le 0, ils sont aussi très très contents. Ouais, grosse et nous aussi, on est à 5 fois le 0. Donc, grosse rigueur défensive, effectivement, de la part de Fred Taquin. Super. C'est rare pour une équipe super travail, super job en tout cas. Qui est montante. Ouais. Généralement, c'est là où le bas blesse particulièrement. Et là, ils ont réussi à mettre un système en place qui était déjà... C'était déjà le cas la saison dernière, mais ils ont réussi à le confirmer. Tout le monde a augmenté un peu le curseur. Et franchement, voilà, pour être au stade ce week-end, c'était assez impressionnant la manière dont finalement ils ont contenu une équipe de Zulte qui a eu moins de 0,4 XG sur le match. Donc franchement... et qui n'a pas existé en deuxième mi-temps. J'ai regardé le match. Le vent a joué un grand rôle dans cette rencontre. Chaque équipe a eu sa mi-temps, mais la mi-temps de la RAL était meilleure que la mi-temps de Zulte. En tout cas, je crois que pour l'instant, c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Tout à fait. On parle quand même de la deuxième meilleure défense et je pense qu'ils ont la deuxième plus mauvaise attaque. Donc ça veut quand même dire pas mal de choses. Vous l'avez dit, 5 clean sheets, c'est quand même énorme. Sur 10 matchs. Alors moi, je suis super impressionné de ça, effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit. Contre Bruges et contre l'Union. Oui, c'est ça. En n'ayant pas joué des fantômes... Je suis vraiment bluffé par cette force. Oui, bon, ça c'est autre chose. Mais par cette force défensive, effectivement. Oui, en tout cas, le vent n'a pas perturbé Marcos Peano, qui est vraiment le meilleur loup depuis le début de la saison. On peut vraiment le dire. Il est en état de grâce, le gardien de la RAL. Hein. C'est pas loin d'être non pas seulement le meilleur gardien, mais peut-être bien le meilleur joueur du championnat sur ce début de saison. Honnêtement, les prestations qu'il enchaîne depuis... imperturbable, ce garçon. Mais il est imperturbable. Surtout, t'as l'impression que, je sais pas ce qui s'est passé à l'intersaison, mais qu'il a pris... deux niveaux, quoi, rien que sur l'été. Là, il est capitaine. Les supporters chantaient son nom en début de rencontre samedi à l'Easy Arena. C'est révélateur. Le brassard de capitaine, il est passé de Wagenfe à Peano. On n'a pas eu trop d'explications. Voilà, ça s'est fait naturellement, j'ai l'impression. Faille qui était Monsieur Capi quand même, depuis longtemps. L'excuse aurait été, voilà, c'est parce que ça permettait à un autre joueur de champ de parler à l'arbitre, vu que je sais pas si c'est le cas en provincial. Le gardien, quand il est capitaine, peut désigner un joueur de champ qui peut parler avec l'arbitre. Je sais pas si t'as pas spécialement. J'ai vu très peu de gardiens capitaines dernièrement, donc. C'est vrai que ça se perd un peu aussi, hein, le gardien capitaine. Mais on dit toujours qu'il doit être dans le jeu. Oui, c'est ça, pour être au cœur du. Surtout qu'actuellement, avec la nouvelle règle, logiquement, il n'y a plus que le capitaine qui peut parler à l'arbitre. Donc voilà, en étant loin de la face, c'est compliqué. Alors, être un gardien capitaine, c'est quelque chose que tu ferais ou tout dépend du profil du garçon, évidemment. Tu t'empêches pas, quoi. Tu t'empêches pas de le faire. Ce sera pas pour cette année, il est un peu trop sanguin. Alors, défensivement, c'est top. Un goût de trop peu, peut-être offensivement. Pourtant, des attaquants il y en a à disposition. Il y en a un paquet quand même dans le noyau de Fred Taquin. Belkier qui est revenu pour la première fois, première titularisation. C'est peut-être lui la solution. Et pourquoi pas jouer à deux avec ce jeune Afrié qu'on découvre. Oui, alors ça, je ne sais pas s'ils vont pouvoir jouer à deux. Je ne sais pas si le système de Fred Taquin va pouvoir... Ça m'a l'air complémentaire. Fonctionner pour les deux. Il faudrait voir si c'est complémentaire. Mais effectivement, comme je le disais, je pense que c'est la deuxième plus mauvaise attaque, alors que c'est la deuxième meilleure défense. Là, il y a clairement quelque chose à faire. Ça manque de buts. Et bon, maintenant, peut-être que Belkeir va revenir et va prendre un peu plus d'ampleur. Mais là, c'est vrai qu'au niveau des chiffres, c'est pas suffisant. Ça passe pour le moment, mais il va falloir quand même penser à pouvoir à tuer certains matchs. Et donc, pour ça, il faut mettre des buts inévitablement. Clairement. Je vais tendre la main à Adri pour sa petite carte blanche qu'il nous a proposée pour ce nouveau numéro des pieds carrés. 250e de Fred Taquin, tu trouves c'est tu es en admiration devant cette longévité-là, qui te concerne aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Bah écoute, il a gravi les échelons 1 à 1, il vient de tout en bas aussi, et c'est quelqu'un de fort sympathique aussi dans la vie de tous les jours. Il y a 3 ans, il m'a donné l'opportunité de les suivre pendant une semaine, alors qu'on ne se connaissait pas spécialement. Et voilà, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre aussi, quelqu'un de chaleureux, et qui est sûr de son fait, mais qui en même temps est accessible. Donc on est content pour ce genre de profil, évidemment. Ouais.
Vas-y, Henry. Bah oui, 250 matchs pour Fred Taquin en un peu plus de 8 ans. Honnêtement, je ne sais pas si on réalise vraiment l'ampleur du chiffre. Pour donner un peu de perspective, hein, j'ai jeté un coup d'œil aux autres championnats majeurs d'Europe. Maintenant, la RAL est dans un championnat majeur d'Europe, hein, du top 10, clairement du top 10. Pour voir un peu la longévité des autres coachs. Alors, il y en a 3 qui sont vraiment intouchables. Hein. Évidemment, Pep Guardiola à City, il en est à 524 matchs. Diego Simeone à l'Atlético de Madrid avec 720 matchs. Et puis, beaucoup moins connu, mais aussi très, très impressionnant, je trouve, c'est l'entraîneur de Heidenheim en division 1 en Bundesliga. Du coup, c'est Frank Schmidt. Oui. Il a 700... On dit Francky quand on se voit. D'accord. Ouais. Et donc, il a pris l'équipe en D4 en 2007-2008. Il est maintenant en D1 après, donc, je l'ai dit, 716 matchs. C'est un parcours assez comparable finalement à celui de Fred Taquin avec quelques années de plus. Alors en France, si on regarde en France, Christophe Pellissier à Auxerre, 112 matchs. En Italie, il n'y a personne qui est resté plus de 1 an et demi en poste. À l'heure actuelle, il y avait Gasperini, qui est parti jusqu'à la saison dernière. Ouais. Alors chez nous, hein, en Belgique, il faut regarder donc derrière Fred Taquin, le premier. C'est Rick 2000 à Charleroi, mais quand je dis juste derrière, ça reste relatif. Il est en poste depuis seulement 1 an et demi et n'a coaché que 60 matchs pour les Carolo. Bon, il faut déjà être courageux hein, pour coacher 60 matchs à Charleroi. Bravo à lui quand même. Je pense qu'on va beaucoup parler de Charleroi dans cette émission. Je rappellerai quand même que Fred Taquin, d'où vient-il, messieurs? Eh bien, de la région Carolo. Comme quoi on en a besoin ici dans le centre, visiblement. Tout ça pour dire que je me souviens des débuts de Fred Taquin. On rigolait tous un petit peu parce que en division 3 amateur, Salvatore Kuraba disait « J'ai engagé un coach pour qu'il m'amène en D1, on va absolument rien changer, je ne le licencierai pas. » À l'époque, on rigolait parce qu'en fait c'est un milieu impitoyable, on se disait que c'était absolument impossible. D'autant plus que Fred Taquin, c'est un inconnu à l'époque. Hein. C'est pas une figure que tu peux te permettre de toucher, tu vois. Donc, et pourtant, donc, aujourd'hui, il y est en D1 avec la RAL. Et à l'heure actuelle, on pourrait même plutôt se demander si c'est pas lui qui, à un moment, va essayer d'aller voir si l'herbe n'est pas un peu plus verte ailleurs, se lancer un nouveau défi. J'ai l'impression qu'on est plus proche de ça que du départ involontaire de Fred Taquin, parce qu'aujourd'hui, sa popularité, sa cote a explosé. Et finalement, quand on regarde l'état, le panorama des entraîneurs belges, je me demande bien s'il n'est pas déjà, lui aussi, assez haut dans la liste. D'accord avec ça, Seb ? C'est un milieu spécial, hein, donc voilà. Il y a aussi le fait d'être bien dans un club, donc il sera bien. Il aura peut-être pas envie de quitter ce cocon où on lui a fait confiance depuis le départ. Après, ça c'est propre à chacun et voir un petit peu. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on a atteint un niveau, on a peut-être envie d'atteindre le supérieur. Donc, il ne s'en cache pas, hein. Il ne s'en cache pas. J'avais entendu dans il est ambitieux. Sur le grill d'Éric Libois de la RTBF à la radio. Voilà, lui, le prochain step, c'est jouer la Coupe d'Europe, quoi. Voilà. Avec la RAL ou pas, voilà. Mais... Maintenant, aussi bien soit-il, est-ce qu'il y a vraiment des offres qu'on peut refuser, Seb ? Je sais pas. Oui, non, évidemment. C'est ça aussi. Il faut tout prendre en compte, mais voilà. Je suppose que s'il y a une belle offre qui tombe sur la table, il réfléchira. Mais c'est compliqué de dire non dans ces cas-là, mais il y a quand même pléthore d'entraîneurs aussi qui étaient bien dans leur club, qui ont performé dans leur club, et puis après qui ont décidé de changer et qui n'ont jamais réussi à refaire pareil. Donc voilà, ne pas oublier non plus qu'ici, il a la confiance de tout le monde, il s'est développé avec le club. Pas certain que s'il va ailleurs, il trouvera les mêmes conditions. Maintenant, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Il faudra qu'il essaye, c'est clair. Mais ça risque d'arriver un jour quand même. Oui, après, on disait déjà ça quand il était en division 3 amateur, qui partirait un jour, finalement, il est toujours là. Donc pourquoi pas, pour info, Giroud est à plus de 800 matchs avec Auxerre. Simeone, ça fait 2-3 ans qu'on dit, tiens, voilà, c'est sa dernière. Moi, je le verrais bien continuer quand même un peu à la RAL encore. Et à sa place, je ne me presserai pas. Sauf évidemment si on vient me demander du côté de Liverpool, par exemple. Enfin, je pense qu'on n'en est pas encore là. Il parle très bien anglais, Fred Taquin. Voilà. Bon, la suite pour la RAL, ce sera Westerlo au programme. Donc, on avait parlé de ces 4 matchs un petit peu importants où il fallait prendre des points. Bon, ça se passe relativement bien. L'ordre de marche est respecté, j'ai l'impression. Hein. Oui, clairement. Allez, D2 à CFF maintenant, on descend avec, j'étais à Manage dimanche, donc Manage qui revient vraiment dans le coup, 2e victoire consécutive avec donc Hakan Öztürk comme T1. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Je vais d'abord demander l'avis de Seb. Est-ce que c'est pas le coach parfait pour Manage ?
Ça, je sais pas, je suis pas à l'intérieur du groupe. Par contre, mais surprenant, tu vois un peu son profil. Manage est quand même, au niveau stabilité, c'est quand même quelque chose de rare dans la région. Ils n'ont pas l'habitude de changer de coach comme ça de semaine en semaine, si on peut parler de cette façon. Donc s'ils ont changé à un moment donné, c'est qu'ils ont senti que le moment était vraiment plus qu'opportun. Et bon, Akan connaît le groupe depuis belle lurette, il connaît toute l'école des jeunes aussi. Donc certainement que c'était la personne tout indiquée pour reprendre le flambeau aussi en cours de route, quoi. Donc à voir, ici c'est 6 sur 6 si je ne m'abuse. Ouais. Voilà, c'est de bon augure pour la suite. Et bon, c'est un club qu'on apprécie, on a de très bonnes relations, donc forcément qu'on leur souhaite le meilleur. Oui, et n'hésitez pas à dire hier à l'interview que c'est aussi le travail de Soler Jordakoun. Ça, c'est la classe d'Akan Öztürk. Voilà, c'est Akan, c'est la classe, comme tu dis. C'est un vrai gars bien, et ça ne m'étonne pas du tout qu'ils mettent en avant le travail de Soler Jordakoun. On récolte les fruits du travail de Soler aussi. Oui, c'est ça, mais ça ne m'étonne pas qu'ils le disent parce qu'il est très respectueux. Maintenant, je ne sais pas si lui, il a une vocation. Il a vocation à rester T1. Et moi, je me méfierais quand même parce que quand on a un gars comme ça dans son club qui connaît tout depuis le début, l'école des jeunes, qui fait partie des meubles, moi, je préférais le garder dans un autre rôle qu'en tant que T1 parce qu'on sait que parfois, quand on n'est plus T1, parfois ça se termine mal. Moi, je préférais le garder dans le club dans un autre rôle. Mais enfin, faut lui demander son... Avec le danger, on le sait, c'est le premier fusible qui saute, c'est le coach. C'est pour ça. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'essaierai de trouver un autre coach, mais je continuerai à garder Akan dans d'autres fonctions pour être sûr de bien le garder chez moi. Voilà. Parce qu'il est précieux. Mais je pense qu'Akan il était destiné un jour à coacher l'Anti-Manageoise de par son parcours avec les jeunes. On sait le boulot qu'il a fait la saison dernière, notamment, et même les autres saisons. Et son passé de footballeur. Il a joué avec beaucoup des joueurs qui sont encore dans l'équipe première aujourd'hui. La question, c'est de savoir si c'est le bon moment en fait pour lui. Après, on voit les résultats. Une équipe qui n'avait rien gagné depuis le début de saison, c'est 6 sur 6. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était convaincant, apparemment, hier, Silvio, tu me disais. Donc, comme par enchantement, Soler s'en va, 2 victoires consécutives. Est-ce qu'il y a un lien ? Il y a un boost juste après un changement de coach. Il faudra voir dans la durée. Il y a ce choc psychologique ? Souvent, parce qu'il y a des garçons qui étaient peut-être moins concernés ou qu'on concernait moins. De nouveau, ça, je ne me mêle pas du tout de la situation dont on parle ici. Et qui, avec un nouveau coach, ont un regain de forme et de motivation. Et ça remet une dynamique positive. Et si on gagne le premier match, il y en a peut-être d'autres qui suivent. Et puis, il faut voir sur la durée, effectivement. Et ce championnat aussi très spécial, avec beaucoup de déplacements particuliers. Très long déplacement. Waouh, il faut être motivé, beaucoup d'équipes aussi. Donc, c'est un championnat très spécial aussi. Et puis, c'est pas la P1, mais c'est spécial. Puis, chapeau aux joueurs aussi. J'ai interviewé Floriano Giusto qui avait marqué un but hier. Je lui avais posé la question. Il y a eu aussi une remise en question de la part des joueurs dans le groupe. Il a été très honnête en disant évidemment qu'on se sent coupable, donc on a notre responsabilité. Donc j'ai trouvé ça assez classe et assez juste en fait. Donc voilà. C'est vrai qu'à Manage ils sont connus pour ça. En général, ils ne fuient pas leurs responsabilités et à tous les niveaux. Je ne dis pas que tout le monde est classe, mais en général, on est assez correct à ce niveau-là, je trouve. Avec une super école des jeunes, les jeunes qui ont été présentés en avant-match de ce Manage EY. Un petit clin d'œil parce qu'on sait que voilà. Des blessures comme ça, c'est dur à encaisser. Tom Scoy, double fracture, tibia péroné. Action toute bête, le gardien lui retombe dessus. Sur les images, on n'aurait jamais directement pensé à ça, effectivement. Je voyais les joueurs de Manage avec les mains sur la tête, donc voilà. Je crois qu'il s'est fait opérer hier soir, donc directement. Donc on croise les doigts pour lui parce qu'en plus c'est vraiment un pion précieux pour Manage. Et puis qu'on soit sympa ou pas, on ne peut pas se réjouir d'une blessure, mais c'est un gars en plus extrêmement sympathique, qui est très apprécié. Comme toute la famille. Donc voilà, on est d'autant plus touché par cette blessure. On espère qu'il va revenir parce que c'est vraiment un chouette gars. Les Scoïc, tu connais ? Oui, sa maman est ma voisine et son papa est le coach de mon grand, donc forcément c'est un peu la famille. En fait. J'ai joué un peu paddle avec le frère Mathéo, donc oui. Donc j'enverrai un message à Tom tout à l'heure parce qu'effectivement... on le salue, s'il nous écoute, on le salue et bon courage pour la suite parce qu'effectivement on ne le verra plus pendant, à mon avis, quelques mois en général pour ce genre de blessures. L'éducation et tout le reste. C'est compliqué. On en vient à un autre extrême là, c'est la RUS Binche où c'est un peu la catastrophe pour l'instant. Nouvelle défaite, 4 sur 21. Ils marquent très peu de buts, avant-dernier. C'est vraiment la soupe à la grimace et le coach Michel Dufour, que tu connais peut-être Sébastien, n'a pas épargné ses joueurs. Donc contenu insuffisant, il n'est pas du genre à casser ses joueurs, mais il attend vraiment une réaction de son groupe. Est-ce qu'elle va venir ? Parce que c'est compliqué. La situation est compliquée. C'est un groupe qui a été formé très tard avec des joueurs qui n'avaient pas trouvé d'autres projets ou
Ouais. Toujours difficile de faire une équipe comme ça en 2 temps 3 mouvements sans avoir vraiment eu le temps de préparer les choses. Et puis l'identité, on sait que l'identité binchoise, c'était quelque chose de très solide avec un groupe d'ultra. Et moi, je me souviens notamment d'un match de coupe chez eux. C'était magnifique. Le match était très dur en tant qu'adversaire. Une fois que le match était fini, c'était très agréable. Mais il y avait une vraie vie avec une vraie osmose avec le public. Et certainement que ça manque aussi ici dans ces moments difficiles. Le public n'est plus là, c'est ça le problème aussi. Je suis assez d'accord. Quand on va commenter des matchs là-bas, mais je suis assez d'accord avec l'histoire d'identité, effectivement. Non seulement on a pris des joueurs d'un petit peu partout, une toute nouvelle équipe, mais surtout, cette identité, elle est plus forcément là. Et on sait que parfois, ça peut être le moteur pour sortir d'une mauvaise spirale. Là, j'ai pas envie d'être... Je suis un garçon relativement pessimiste dans la vie, mais j'ai pas envie... sur le roi en même temps. J'ai pas envie... C'est pour ça que je suis pessimiste. J'ai pas envie de l'être pour Binche, mais là, pour l'instant, je vois pas beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'instant. Je souhaite l'inverse, mais... Croisons les doigts, mais le problème, c'est que j'ai regardé un petit peu au niveau du calendrier. Ça fait un peu peur pour les Binchois. Flénu, prochain match, 4e. Le suivant, Pays Vert, 3e. Le 3e match qui arrive, CS Brennois, 2e. Que du costaud. Donc, ils auraient déjà dû prendre quelques points déjà depuis le début de la saison. Mais voilà, on vient d'expliquer pourquoi aussi. C'est difficile que la mayonnaise prenne. D'où le fait que je ne sois pas top optimiste, parce qu'effectivement, le calendrier, il est chaud. Ils sont avant-derniers. Ils n'ont pas pris les points qu'ils auraient dû prendre. Donc, espérons qu'ils me fassent mentir, mais... Bon, en tout cas, il y a un duo de coachs compétents que tu connais peut-être, Erolsen et donc Dufour. On croise les doigts pour eux. Je connais l'entraîneur des gardiens, mais... Ouais, mais non, mais pour revenir à ça, on savait pas trop où les placer en début de saison. Là, malheureusement, aujourd'hui, on sait les placer. Ça va être la lutte pour ne pas descendre, clairement. Et comme le disait Seb, c'est une équipe qui s'est construite sur le tard. Rien ne dit que dans un mois et demi, on aura la même équipe sur le terrain. Il faut le temps que ça se mette en place. Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est pas encore perdu, voilà. Il y a encore rien de c'est un peu mal fait quand même. Mais... J'allais dire, il y a quelque chose de mal fait déjà. Il n'y a rien de perdu, mais par contre, toutes les autres équipes, elles continuent à prendre des points. Donc, à un moment, on peut pas trop traîner. Il faut un bon résultat pour lancer la machine. On peut pas trop traîner en chemin non plus. Donc, il faudrait une petite série pour dire qu'il y a un déclic. Ok, c'est pour la D2 donc avec Manage et Binche. La D3, la Louvière-Centre n'a pas joué. La RAL B a atomisé Condrusien. Ça va bien pour eux. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Sébastien, des clubs B en division 3 CFF? Je pense que dans le fond, c'est une bonne chose que les jeunes pousses soient rapidement mis dans le milieu adulte, parce qu'il y a forcément un fossé entre les élites et le jeu adulte, et il n'y a pas photo. C'est en jouant des matchs avec enjeu qu'on peut progresser. Donc c'est très bien pour eux. Je pense que Mons est en train de prendre la même direction. C'est important pour la P1, parce qu'on est quasiment déjà sûr que l'an prochain, ils seront en D3. Donc par rapport aux descendants, ici, c'est une donne importante. Et par rapport à l'URLC... je trouve que c'est toujours surprenant parce qu'on les a joués en amical et je trouvais qu'il y avait une vraie équipe avec un vrai fond de jeu, alors que là aussi tout avait été recréé quasiment en dernière minute. Je ne suis pas là, en interne non plus, mais je trouve une équipe avec une bonne dynamique, avec de vrais très bons joueurs de foot, et il m'avait laissé une excellente impression, alors qu'on sait que depuis des années on parle en mal d'eux. Peut-être que le retour à Dienne aussi participe à ce retour identitaire. Et, ça doit jouer. Mais de très très bons joueurs. Et franchement, c'est. Ça marque beaucoup. Ça prend beaucoup de buts, mais ça marque beaucoup en tout cas. Donc ils n'ont pas joué. C'est une équipe qui est bien coachée aussi. Je pense que c'est vraiment l'entraîneur qu'il fallait à ce moment-là. En plus, un entraîneur qui connaissait déjà le club. Je pense que c'est pas mal. Allez, les dames, il y avait un gros test ce week-end pour les dames de la RAL, avec donc le leader Zulteborg B qui est venu à jouer ici à la Louvière. Match nul 1-1, 4e à 3 points des co-leaders. C'est pas mal quand même, avec les ambitions. Surtout qu'hier dans Chronofoot, on a reçu une défenseur de cette équipe. Qui a défenseur ou défenseuse? Défenseur. J'ai vérifié. Défenseur. Au moment où elle se fait sortir, parce qu'elle est Coupe de la Rouge à la 70e, ils sont menés 0-1. Donc voilà, Zulte Waregem invaincu. Ils étaient menés à domicile 0-1, carte rouge. Donc finalement, ce point, c'est un bon point pris, même si l'entraîneur Michael Yanito parlait de 2 points perdus vu la fin de match où elles ont dominé. Mais ça reste un bon point hier. Elles sont 4e au pied du podium. Il ne manque vraiment pas grand-chose. Et apparemment, c'est dans les 2-3 semaines qui vont arriver qu'on va voir un petit peu qui se positionne. Mais ça a encore été rappelé hier sur le plateau. Elles visent clairement à la montée. Elles ont une pression positive, mais clairement, on leur demande des résultats. Et elles sont là pour ça. Donc, avant ce match-ci, le coach disait que c'est difficile vraiment
de dire qui est favori dans la série. Bon, voilà, il y a 2 équipes qui sont en tête et il attendait ces 2 matchs-ci, puisqu'il y a un derby qui s'annonce contre Mons qu'on diffusera. Ouais. Moi, c'est ça, d'être là. On a la confirmation. Ouais, samedi à 19h30 le match, donc ouais, c'est toujours sympa. On avait eu beaucoup de monde lors des derniers derbys entre les 2 équipes, plus de 1000 personnes à Mons, ça devait être plus ou moins pareil aussi au match aller à l'époque à Strépy. Ce sera à l'Easy Arena, hein, le match de ce week-end, donc ouais, on attend une belle fête du foot. C'est bien quand même pour le foot de Ennuyé qu'il y ait 2 équipes à ce niveau-là, au deuxième échelon national. Donc, et pour l'instant, voilà, les résultats des Louviérois sont très bons. Donc, ouais, ça va être sympa. On a quand même hâte de voir ce match. En plus, je pense qu'il y a pas mal de rivalité entre les filles elles-mêmes. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Le foot féminin, Seb, tu suis. Qu'est-ce qui lui manque ? Des hommes, peut-être. C'est du moi, je vais pas me. T'as marqué des points. Tu vas pas te faire des copains. Ça va leur faire plaisir. J'ai l'habitude. Pour une fois, ce sera pas Adri qui m'allumera. On y arrive juste après. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment le foot féminin adulte, mais je vois que ça bouge pas mal au niveau des jeunes, avec notamment, voilà, j'ai des copains qui ont, comme Stéphane Cofente, Carmelo Fonessou, d'autres de la région qui ont des filles à la râle, et on sait qu'il y a des équipes uniquement féminines et que ça bouge beaucoup. Et voilà, c'est une bonne chose aussi de pouvoir rapidement évoluer entre filles avant d'aller plus loin, parce que je pense qu'il y avait aussi un fossé à ce niveau-là avant. Donc voilà, je ne connais pas le foot féminin adulte, mais je vois que ça bouge bien un peu plus bas. Il y a de plus en plus d'équipes de jeunes, comme tu disais, et je ne parle pas uniquement de la RAL. Hein, j'ai découvert il y a quelques semaines qu'à Oudin, il y a une équipe féminine. La Chapelle aussi, je pense. Il y a un monde de fou. À Morlanway, il y a encore une équipe de U10 uniquement féminine qui joue contre d'autres équipes féminines dans son championnat. Donc avant, c'était pas possible. Enfin, moi, quand j'étais jeune, il y avait parfois une fille ou l'autre dans l'équipe d'en face. Jouer avec les garçons. Voilà, mais il n'y avait aucune série dédiée au foot féminin. Donc, je pense que c'est quand même mieux que les filles jouent entre elles. Ça se développe très clairement. Dans le bon sens. Dans le bon sens, clairement. Bon, bonne merde pour ce derby donc aux filles de la RAL. On en vient à la provinciale, voilà, avec un chapitre qui va être un petit peu chaud quand on voit les 2 gars qui sont là en face de nous. Il y en a un qui va devoir s'exprimer, en tout cas. Avec donc Adrien qui transpire un peu là. Mais Adrien qui avait un petit peu taillé Soigny il y a quelques semaines d'ici. Bon, Soigny, tout va bien, Sébastien, pour l'instant. Victoire 3-0. Vous aviez du mal à gagner vos matchs à domicile, hein, c'est ça, 3/9 avant. Ouais, 3/9 et 9/9 à l'extérieur. Comment on explique ça ? C'est très bizarre. Parce pourtant, que, comme je disais dans la presse, non ? Ouais, ça je vais y revenir. L'an dernier, on n'avait pas gagné un seul match en déplacement sur le premier tour. On était très à l'aise à domicile avec justement un jeu très fluide. Peut-être que cette année, on est un peu moins technique, mais qu'on est un peu plus réaliste et que voilà, ça nous convient peut-être mieux parfois de jouer à l'extérieur. Peut-être, mais il n'y a pas assez de matchs que pour se prononcer. Oui, il fallait visiblement attendre les critiques d'Adrien, parce que maintenant vous êtes en tête du championnat. Il a donné un coup de boost à l'équipe. On n'en a jamais été trop loin, mais voilà. En tout cas, ce que je tenais à dire, c'est qu'il a dit que j'étais bien gentil et que c'était la dernière année. J'espère qu'il va me trouver un club en fin de saison. J'ai pas dit ça. J'ai dit que si ça ne marchait pas, peut-être qu'un cycle de 3 ans, c'est bien. Non, mais ça, je l'assume complètement. Non, moi, là où je crois plus vraiment en Soigny, c'est que j'ai l'impression que chaque saison se ressemble et que vous n'arrivez pas à trouver cette régularité et qu'il y a toujours des creux à certains moments. Et ça, je ne sais pas si tu travailles, déjà si je suis dans le vrai, et si oui, est-ce que tu travailles pour gommer tout ça ? Ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait qu'on ait ce point de vue-là de l'extérieur. Maintenant, les saisons étaient très différentes. Il y a 2 ans, on fait un début canon, on a 22 points sur la première tranche. Il y a vraiment Tertre qui est au-dessus, mais on est juste derrière. On doit gagner là-bas. Enfin bref, il y a eu des faits de match. Et puis à la fin, on explose parce qu'on perd les 4 derniers matchs. On n'avait plus du tout de défenseurs. L'année passée, on se renforce bien derrière, on équilibre l'équipe, mais on fait 11 matchs nuls sur la saison. Et donc, effectivement, il y a eu aussi une période où on a pris moins de points, mais on n'a pas perdu beaucoup de matchs. On a perdu 8 matchs sur la saison. On aurait dû logiquement être tout proche de ce top 5 de nouveau. Ici, là où tu as raison, c'est que par rapport à l'usure, avec beaucoup de garçons qui étaient là déjà avant moi, à un moment donné, il faut renouveler le groupe. Donc il y avait 2 solutions. Soit on change de staff, comme ça se fait régulièrement, soit on renouvelle les cadres. Et ici, il y a eu beaucoup d'arrivées cette année, avec beaucoup de gamins de chez nous qui sont restés. Je pense qu'on a très bien transféré. Le seul bémol, c'est qu'on est très peu dans le noyau et que, voilà, on l'a vu ici avec la blessure de Nico, à laquelle est venue s'ajouter celle de Milan Lucas, qui était le patron des jeunes, parce que ça fait 3 ans qu'il était titulaire. Voilà, on doit se renouveler, ça c'est gai pour moi, parce que ça fait partie du job, mais c'était des valeurs sûres qui ne seront plus là. Et par rapport aux grosses cylindrées de
de la série, parce que je trouve qu'ici, dans le centre, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même des équipes qui ont... Voilà, il y a Molenbeek qui est là depuis des années, qui a une top équipe. On sait que Gosselies a de nouveau recruté très fort, et puis il y a les extraterrestres, il y a Jemap qui avait déjà fait un noyau de dingue et qui peut se permettre d'aller chercher Sandro Cordaro en fin de mercato. Voilà, nous, on ne peut pas rivaliser avec ça. Maintenant, on a d'autres atouts, comme d'autres équipes de la série. C'est très bien d'être là maintenant. Maintenant, je ne vais pas fanfaronner devant Adri parce que dans 2 semaines, peut-être qu'on a tout perdu. Donc voilà, la série est tellement serrée qu'on perd 2 matchs, on redégringole de 5-6 places. N'empêche, en attendant, c'est sympa quand même d'être en tête. Bien sûr, c'est sympa. C'est mieux d'être là que... Disons que pour être tout à fait honnête, c'est vrai que Soigny reste dans le nom une valeur sûre de la P1. Peut-être que les gens s'attendent souvent à voilà, ce qu'il faut savoir. C'est parfois, c'est aussi affiché. Vous souhaitez jouer le tableau et le tour final? Non, pas moi en tout cas. Mais c'est quoi ton ambition, toi, ici? Si on se parle maintenant. En tête, là, maintenant. De nouveau, si on se parle, quand je suis arrivé, c'était pour jouer le pompier de service parce que ça avait très mal commencé. L'année d'après, on a inclus pas mal de jeunes. On avait inclus 8 gamins qui avaient été champions en U19. L'année passée, on a continué. C'est décevant l'année passée parce qu'on aurait espéré justement capitaliser sur ce qui avait déjà été entrepris. Et donc cette année, on se relance avec des noms. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, mais il y a aussi beaucoup de gamins. Si on regarde notre défense, il y a 2 gamins de 17 ans qui jouent là et qui font absolument pas tâche et qui font plaisir. Donc, c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Ce sont des bonnes nouvelles, mais je veux dire, cette P1 étant de nouveau très particulière, il faut certainement pas s'emballer après quelques bons résultats, parce que ça peut changer vite dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, on a des armes. Et ton ambition, c'est quoi, du coup? Moi, mon ambition, c'est de tout gagner, mais c'est pas moi qui joue. Donc. Nabil Segour qui est arrivé, on connaît le profil du joueur, c'est peut-être le petit pion manquant, non? Un artiste, dans tous les sens. Il est incroyable. Dans tous les sens du terme. Sur synthétique en plus, avec la technique. Je pense que Nabil reprend beaucoup de plaisir avec nous. Et voilà, malheureusement, il voulait jouer avec Nico. Il a dit que c'était une des raisons pour laquelle il est venu chez nous aussi. Mais Nabil, il a besoin de s'amuser sur et en dehors. Et on se demande parfois comment il fait pour combiner justement ces deux domaines. Mais jusqu'à présent, il répond présent. Il a marqué 7 buts. Et encore hier, c'est l'ouvre-boîte. C'est votre meilleur buteur. Voilà, c'est l'ouvre-boîte. Et c'est l'élément déterminant depuis le début de saison. Ouais, donc c'était peut-être le petit pion qui manquait. Tu as réussi à le remettre en confiance parce qu'on sait que c'est aussi quelqu'un qui marche à la confiance, qui a eu des problèmes dans les divisions plus inférieures qu'il n'a pas eu par exemple un manage en D3 et en D2, donc tu as réussi à... C'était quoi, tu as appuyé sur un bouton? C'était un peu l'optique parce qu'on a pas mal de garçons revanchards comme le gardien qui est excellent, Yann Sens qui vient de l'URLC qui a passé une sale saison, comme William Piret qui a joué aussi à manage longtemps, qui venait de descendre avec Rebec, comme Tristan Val qui était à manage, qui était au fond du trou. Voilà, il est en train de sortir du trou tout doucement. Voilà, c'est des garçons on a misé sur des garçons revanchards, et oui, après évidemment qu'on essaie d'avoir notre petite part dans cette réussite, mais c'est surtout grâce à eux et grâce au groupe qui vit bien dans un club qui lui aussi fonctionne bien. Donc, Alors calendrier, à Gosselies justement, tu en parlais, il y aura Louigny ensuite plus abordable, et puis Fran, co-leader avec vous, donc la tranche va peut-être se jouer là. Ouais, bon, après, chaque fois qu'on parle de tranche, après on se ramasse. Donc, je ne dis rien, moi. Je ne dis rien. Je vais pas faire mon guirou et dire qu'on joue le maintien tout le temps non plus. Mais t'as toujours pas dit ce que tu jouais, par contre. Le plus haut possible. Donc voilà. Ce qui est évident, c'est que les 3 matchs qui vont arriver vont être très importants tout de suite. C'est le premier tournant de la saison, voilà, vraiment. Exactement. Peut-être pas dans la longueur. Ici, on est après 7 matchs, donc forcément, on est. Mais comme vous avez vu dans ce classement, il y a 7 équipes sur 3 points. Donc c'est ultra serré. Après, il y a des équipes qui étaient attendues à ce niveau-là, peut-être plus haut. Et il y a d'autres surprises, comme Fran, pour Gaël, pour quand même parler des Carolo, avec Marco Capacci qui fait du très bon boulot là-bas. Donc cette P1 est intéressante, vraiment. C'est très compact. Et on voit Anguien qui était au fond du trou aussi. Si on écoute, c'était pas Adri cette fois-ci. Mais voilà. Ils étaient à 3 points, ils gagnent 2 matchs, ils sont de nouveau à 9. Oudin a bien commencé, puis on perd 3 fois. C'est une question de cycle aussi, et il faut surtout bien se garder de tirer des conclusions hâtives, parce que là aussi à Oudin, il y a beaucoup de qualité. Mike a aussi un tout bon, et il n'y a pas que Mike dans le staff, il y a beaucoup de gens compétents. Donc, mais c'est une question de spirale, donc il faut rester dans les bonnes. Mike était hyper fâché après la prestation d'Espirou ce week-end, 4e défaite en 7 matchs, vraiment rien à revendiquer. Il déclarait à la presse, hyper déçu de mon groupe. La sauce prend pas trop, hein. C'est le moins que l'on puisse dire. 4 défaites de rang. Il y a eu quand même un coach qui est resté 3 ans aussi avant.
Oui, mais comme tu dis, la sauce, elle prend pas des masses. Et dans le contenu, mais j'ai croisé Catherine hier qui revenait du match, qui l'a couvert. Donc je présentais l'émission, j'ai vu un petit peu. En plus, je crois qu'ils ouvrent le score. Ils marquent tout de suite. Ils ouvrent le score, donc ils sont bien lancés dans ce match. Et puis après... c'est comme le match que j'ai commenté un mois. Ça s'effondre 4 fois d'affilée quand même. Face à une équipe de Rancière qui, je le rappelle avant ça, était quand même pas très bien classée, ne produisait pas non plus de l'excellent football. Donc c'était vraiment typiquement le genre d'adversaire qu'il fallait prendre. Tu mènes 1-0 chez toi. Mais il y a un souci. Maintenant, encore une fois, Sébastien le dit très bien, c'est une série où tu fais 2 bons résultats, tu reprends 5-6 places. Là, ça en fait 4 mauvais quand même. C'est compact. On va peut-être inviter Mike pendant 2 semaines, peut-être qu'il aura enchaîné 2 victoires d'affilée. Je lui souhaite. T'as pas un truc de négatif sur Mike? Ou alors on le défonce, c'est ça, on l'a dit, non. Ouais, okay. Ah, je ne le laisserai pas faire. Non, mais on l'aime bien aussi. Non, j'adore Mike. Par contre, je pense aussi que là, c'est pas évident comme succession aussi. Mais c'est sa première expérience de terrain aussi. Et puis, voilà, Jova, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Succéder comme ça, Jova qui a fait un super boulot, c'est pas évident. C'est comme le coach qui succédera à Sébastien Wouter-Sassouani. Ouais, c'est vrai, on peut comparer. On peut comparer. Je vois que tu es dans les petits papiers. Attention à ta manche gauche, le tissu. Il se rattrape. Ça rame bien, là, oui. Bon, arrête de ramer parce qu'il y a les dunes qui sont pas loin, parfois. Voilà pour la P1. On passe à la P2B. L'heureux, ça continue, hein, la belle histoire. Quelle équipe, quel début de championnat. Armada, hallucinant. Ils ont encore gagné ce week-end contre le Neuville de Guido Forgione. Donc premier, plus 5 sur Nast, qui performe aussi dans cette série P2B. On parle de championnat compact en P2B, c'est pas mal non plus. Cette série est vraiment magnifique, sincèrement. Avec 10 derbies, je crois. Beaucoup de derbies, beaucoup d'équipes qui se connaissent, beaucoup de joueurs qui se connaissent. Et c'est très très costaud. Chaque semaine, il y a de belles affiches. Et évidemment que l'Heureux était pointé comme favori numéro 1 vu l'effectif qu'ils ont composé avec des joueurs de national. On les a d'ailleurs joués en coupe dans un match mémorable où il y a eu 6 ou 7 pénaltys ratés d'affilée. Oui. On aurait préféré être dans les annales pour autre chose. Mais voilà, ça bosse bien. Et voilà, puis ils ont un président fantastique qui... Et un super coach. Sans vouloir lui jeter des fleurs, Gilles Costa, quel boulot il fait. Hein, là, il tient bien la baraque jusqu'à présent. Et on leur souhaite aussi de continuer parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité et aussi beaucoup de chouettes gars. Moi, j'ai fait leur premier match de la saison donc au début de la compétition et il y a un super fond de jeu. Hein. Ouais, ils sont bien présents. Ouais. C'est quelqu'un qui coach avec des méthodes très modernes aussi. Gilles Costa, on disait les coachs à diplôme, c'est pas péjoratif, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à relancer un club qui était moribond encore quand il a repris l'équipe la saison dernière. Il a relancé, il disait quand je suis arrivé, il y avait 8 personnes à l'entraînement. Maintenant on est 20. Il a réussi à remettre du plaisir dans ce club et je pense que ça a aidé. Ça a aussi aidé à aller chercher certains joueurs qui ont eu envie de venir heureux, notamment pour un peu voir la méthode Gilles Costa. Souviens-toi ce que disait Piero Rizzo que parfois l'entraînement c'était il était 7-8. Piero avait ses méthodes aussi. Mais j'ai commenté un match de Sony avec toi et Piero de l'autre côté. Vous êtes assez potes, non? On est potes, mais bon après Piero c'est Piero, je pense qu'il manque beaucoup à tout le monde. J'ai entendu qu'il a repris il est exceptionnel. Mais c'est certainement une autre méthode. Après, il ne faut pas négliger non plus l'aspect public heureux. On parlait de ça tout à l'heure avec Binge. Il y a un réel enthousiasme derrière avec des gens qui font du bruit et qui se mobilisent. Et on sent vraiment, quand on était là en coupe, c'était très agréable parce que c'était vraiment un derby. Quoi. Donc, avec justement, à propos de derby dimanche prochain, derby explosif, Nast, l'Heureux. Donc ça promet à mon avis, avec donc peut-être aussi là la tranche en perspective. Hein. De très bons joueurs aussi de part et d'autre. Quand on voit Nas qui est capable de faire un Thomas de Moll en fin de mercato, ça apporte évidemment une plus-value alors qu'il y a déjà un très bon groupe à la base. Je pense que Nas s'est donné les ambitions, les moyens de ses ambitions et ils veulent clairement aussi jouer la montée. Donc ils ne vont pas faciliter la tâche du Reux, ça c'est certain. C'est bien que des petits clubs entre guillemets de village, parce que Nas c'est quand même un petit village, soient là en haut du tableau. Estine, Athènes et Saint-Pierre, ça revient dans le coup tout doucement. Ils avaient eu un petit début de saison un peu compliqué. C'est une série qui est vraiment c'est très très homogène. Donc c'est ça ce que j'allais dire. La P1 c'est vrai que c'est quelque chose. La P2 aussi c'est pas mal à ce niveau-là. On a vraiment l'impression que l'Heureux est
au-dessus et que derrière il y a 10 équipes du même niveau et chaque semaine quand je découvre les résultats je me dis c'est incroyable, ils ont été gagnés là, ils ont perdu là, il y en a clairement 2-3 largués là. Oui, il y a une dizaine qui se tiennent et puis 3 mais largués. Effectivement, il y a tout un paquet comme ça qui se tient de très très près. Braquegnies et Ecosine, Ecosine c'est la situation est grave. Un seul point je pense. 6e défaite, donc bon dernier, battu contre Pâturage ce week-end. Il y a un gros fossé entre la P1 et la P2, Seb. C'est ce qu'on dit. Maintenant, voilà, avec les équipes qui risquent de monter cette année, ce serait peut-être différent parce que on n'a jamais réussi à chaque fois que je pose la question, on n'a jamais réussi à me dire c'est quoi vraiment la différence. On parle de la P1, si on parle beaucoup plus de réalisme et d'impact physique et de roublardise. Voilà, maintenant je pense que l'Heureux a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Quand on voit l'effectif de la Perron, un joueur comme Cléonis n'a certainement absolument rien à faire à ce niveau-là. Voilà, je sais qu'à Estine, on bosse bien aussi avec Luigi, là, ça essaie de reconstruire. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont des objectifs positifs cette saison et pas juste se maintenir. Donc c'est ça qui fait aussi la richesse. Snef avait très bien commencé avec Mourat. Et puis là aussi 2-3 défaites de suite. Et, beaucoup de jeunes à la beaucoup de jeunes. Très jeunes. Mais c'est vrai qu'on a vu sur les dernières saisons que ceux qui montaient de P2 en P1 avaient beaucoup de difficultés à se maintenir. C'est le plus gros gap, je pense. Donc il y a vraiment effectivement l'air d'y avoir un fossé là. On voit les jeux de Montois. C'est compliqué pour les gars qui viennent de P2. Franer était en tête. Donc il faut voir dans la durée de nouveau. Mons avait tout éclaté la saison passée. Bon, après ils ont perdu quelques joueurs comme Gangou notamment qui est parti et qui finissait les actions. Mais il y a certainement un fossé, mais on voit aussi que les équipes qui descendent ne se baladent pas non plus. Donc il faut voir d'une année à l'autre. Et je pense que cette année, cette série est vraiment très très forte et que le montant de cette année, qui sera certainement l'Heureux, pourrait avoir quelque chose à faire en P1. Oui, je ne sais plus quel coach disait la semaine dernière que, par exemple, une équipe comme Trivière n'est pas du tout à sa place. Bien sûr. Par exemple, quand on les voit jouer et quand on voit le classement. Mais non, je ne regarde pas toutes les feuilles de match, mais on sait qu'il y a un garçon comme Yaman aussi qui a été absent, qui représente vraiment cet esprit triviérois, qui a certainement beaucoup manqué. Il n'y a pas que ça, et je n'ai pas vu les matchs, mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Nous avions aussi joué en amical l'an dernier, et il y avait un vrai fond de jeu, il y avait beaucoup de talent dans cette équipe. Donc après, on voit qu'un début de championnat conditionne aussi la suite, parce que si on rate ces 2-3 premiers matchs, alors qu'on a des ambitions, on a déjà une pression, ça va vite, il faut sortir de l'ornière, c'est pas évident. Toi, t'es dirigeant, te mettre une pression ou pas? Je suis pas encore dirigeant, j'y viendrai. Non, t'es dirigeant au-dessus de toi. T'es dirigeant. Non, mais je comprends. Ton président, ton directeur sportif. C'est compliqué parce que forcément, en tant que coach, on sera certainement plus indulgent et on laissera plus de temps. Maintenant, je comprends qu'une équipe dirigeante qui met les moyens en début de saison pour atteindre des objectifs n'est pas là pour attendre la fin de saison avant de réagir. Donc voilà, c'est compliqué. Alors pour t'avoir croisé plusieurs fois, on va arriver à la fin de nos 45 minutes. J'ai l'impression que tu as un coach qui est solidaire avec les autres coachs. Oui, on ne te sent pas trop en concurrence avec les autres. Non, en match c'est différent. Mais c'est un peu chaud. On peut le confirmer, ouais. En match c'est très différent. Après on fait partie de la même corporation et on vit les mêmes choses. Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'on passe par des états de joie intenses et peu de temps après on est le plus mauvais du monde. Donc c'est important aussi de pouvoir entre nous avoir des contacts parce qu'on traverse exactement les mêmes situations. Et celui qui justement a une pression de ses dirigeants à un moment donné, est toujours, je pense, intéressé d'avoir un peu de bonheur, si on peut parler comme ça, venant d'un collègue, parce qu'on sait que ça nous attend tous à un moment donné. Donc il y a 2 semaines, j'étais quasi dehors. Donc, je suis pas dirigeant non plus, Sébastien. Et ça discute arbitrage avec Oui, regarde, je n'ai pas de montre. Ça discute arbitrage parce que forcément Sébastien est toujours à défendre le corps arbitral. Et, il manque, moi je trouve, objectivement, sans parler du pourquoi, du comment. Je trouve que c'est un arbitre qui avait un super niveau et que les joueurs appréciaient. Qui avait un bon échange avec les joueurs aussi. Qui avait ce bon contact sur le terrain. Je pense qu'il avait tout pour percer. Donc ça débriefe les rencontres au niveau arbitrage. On débriefe beaucoup, mais pas que ça, mais on débriefe énormément de choses. Souvent. Bon, mais on va voir ces 3 matchs alors, Sébastien. La pression va s'intensifier un petit peu là. Ouais, après c'est une pression positive, donc c'est-à-dire qu'on arrive ici à Gosselies, on sait que c'est un tout gros match, en plus ils vont présenter l'école des jeunes aussi, je sais pas si c'est Gaël qui le fera, mais... Non, ils m'ont pas encore contacté, mais... C'est le Lassar plutôt, non? Le Lassar, Gosselies, Charleroi, voilà. Il y aura du monde, et puis il y a Massimo De Rico qui joue en numéro 6 chez eux, qui était un joueur que j'appréciais beaucoup, et donc ça va être des retrouvailles sympas. Eux ont clairement affiché leurs intentions de sortir de la série, donc ils sont obligés de gagner. Et nous, on va là aussi pour gagner. Donc voilà, ça risque d'être un match disputé.
Bon, on attend le retour de Nico Belfiore, hein, qu'on salue et qu'on encourage beaucoup, qui intensivement est en revalidation. Et donc, c'est aussi du boulot, parce qu'en fait, il m'a expliqué au téléphone que sa blessure de footballeur lui empêche même de bosser, puisqu'il ne peut pas conduire. Donc, voilà. Comme quoi, parfois, les blessures, ça peut avoir des conséquences vraiment très concrètes dans la vie de tous les jours. Oui, voilà. J'imagine que pour Tom Scoy, ça ne va pas être drôle non plus, avec double fracture, tibia péroné, ça ne va pas être simple pour le reste de sa vie. Courage à tous ces blessés, alors de longue durée. 45 minutes, c'est terminé. C'est le moment du temps additionnel dans les pieds carrés. Ben voilà, j'ai eu l'idée de parler justement de l'évolution du métier de coach, parce que je suis tombé sur un super article de Christophe Franken de la dernière heure, qui interviewait Emilio Ferreira. On n'aime pas Emilio Ferreira, on connaît le personnage, on connaît son passé, en tout cas il sait de quoi il parle. Et voilà, il disait que voilà, avant l'entraîneur il était un petit peu seul, il avait juste son T2, son entraîneur de gardien. Maintenant ça devient, il dit n'importe quoi. Voilà, on surévalue, on analyse tout à outrance, les datas, tout ça. Toi, tu es partisan de ces datas. Comment tu travailles, toi? Avec de la vidéo en P1 voilà, ou pas? Justement, on avait la vidéo jusqu'à l'an dernier, et puis notre analyse vidéo est partie heureux. Donc, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. Donc, voilà. Mais c'est un outil génial, même si malheureusement, on n'avait pas vraiment toutes les armes pour bien l'exploiter, même si j'avais suivi une formation, mais enfin bref. Le visuel, voilà, ça remplace 1000 mots. Hein, donc, forcément, on peut parler autant qu'on veut à un joueur, à une défense, à une attaque. Si on voit par l'image qu'il y a eu un souci, on n'a pas besoin de plus d'explications. Donc ça, c'est très riche. Par contre, tout ce qui est data et compagnie, à notre niveau, ça ne représente pas grand-chose. On reste dans l'info avec nos réseaux différents. Mais un match n'est pas l'autre. Et voilà, par exemple, on jouait Péruvé ce week-end, on avait pas mal d'infos, et ce qu'on a vu en face n'était pas du tout ce qu'on avait. Donc, à notre niveau, on ne peut pas. Et les data... on n'est pas dans le recrutement comme l'Union, donc... les datas, moi je suis assez d'accord avec ça, d'analyser des datas, parce que c'est vrai que les transferts de l'Union, on peut pas leur reprocher, chapeau, quoi. Franchement, à chaque fois, ils tapent dans le mille, véritablement. Mais il y a aussi autre chose, parce que si tu prends l'exemple de l'Union, puisque tu en parles, d'abord, le joueur, il passe un long entretien pour savoir qui il est dans la vie, ce qu'il fait, ce qu'il n'aime pas, tout ça. Donc voilà, ça complète le profil du joueur. Ouais, pour reprendre un peu à contre-pied ce bon vieux Emilio Ferreira. On sent l'ironie, hein, très légèrement. Je dis bon vieux, j'ai fait exprès. Qui a laissé de bons souvenirs. J'ai fait exprès parce que déjà, je vieillis moi-même, mais j'ai un peu tendance à analyser ça comme c'était mieux avant. Je pense qu'il faut venir avec son époque. Effectivement, les datas ne font pas tout. Maintenant, on a une armée avec le coach. Mais je pense que ça peut être utile pour certaines choses sans pour autant négliger ce qui se faisait avant. Donc je pense que, comme tu l'as dit, il faut voir le profil du joueur, il faut voir comment il est dans sa tête, il faut voir ce qu'il fait sur un terrain, l'animation, pas que les datas, mais les datas, ça peut être intéressant aussi. Alors, donc je pense qu'il parle un petit peu comme un vieil entraîneur qui voit que les choses changent, mais... les changeront encore. Hein. Je voulais évoquer les datas et l'évolution du métier d'entraîneur parce que Sébastien est là, mais c'est aussi parce qu'il y a des clubs qui transfèrent que par rapport à des datas. Oui, ça je suis pas géré quand même. Non, moi je suis pas partisan de ça. Moi, en même temps, je suis pas entraîneur, on me demande pas de l'être, mais ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, ça fait partie maintenant du nouveau football et que parfois, ça donne quand même des données très précises dans d'autres sports qui sont plus voués à se fier aux stats. Les datas existent depuis longtemps et ce sont des données importantes. Donc, si un joueur touche X fois la balle dans le rectangle ou s'il met autant de tirs cadrés, c'est des choses qu'on peut quand même pas ignorer sur une saison ou 2-3 saisons. Ferreira parlait de... On voit la RAL ici qui fait du gros travail à ce niveau-là aussi et on voit que ça marche. Donc, utile, c'est utile. Il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas se baser que là-dessus. Il faut trouver un équilibre. Il y a des clubs qui recrutent uniquement via data. Il y a des logiciels qui existent, très, très chers d'ailleurs, qui existent. Ils ne rencontrent même pas le joueur. Après, il y a beaucoup de jeux d'argent aussi dans ces histoires-là. Mais ils ne regardent pas le joueur. Ils regardent juste le petit écran de statistiques. Ils recrutent là-dessus. Là, ça ne va pas. Je pense qu'il faut savoir à l'avance. Il faut rencontrer le joueur, savoir s'il va bien se fondre dans le collectif, sa mentalité. La mentalité par rapport au club. Voilà, c'est important. Ça, dans la région, on a la chance d'avoir la RAL qui le fait bien. Au top niveau, hein, c'est évident qu'en provincial on ne peut pas mettre en place tout ça. Quoique les rencontres avec les joueurs, c'est quand même plus important, je pense. Il faut sentir, ça l'est d'autant plus en provincial, j'ai envie de dire. Il faut sentir le personnage évidemment et voir si la relation peut se créer ou pas. On sent tout de suite s'il y a du feeling et c'est très très important. Toi, tu vois tous les joueurs qui Oui, généralement c'est moi qui prends les premiers contacts. C'est souvent comme ça. J'étais un peu touche à tout. Tu vois, je prépare ma reconversion.
Bon, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Dernière chose qui va peut-être un petit peu fâcher Sébastien, c'est que voilà. C'est pas moi cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Dans la série, l'argent fait pas forcément le bonheur. Liverpool, c'est 3 défaites consécutives là. Oui, mais je te dis, c'est le maillot. Voilà, c'était plutôt pour une question de taille. Je viens à son secours. Je sais pas qu'il aime pas Liverpool, mais visiblement, s'il en avait une autre de Galatasaray. Ça m'empêchera pas de dormir. S'il y a 3 défaites de Swani là, par contre. Mais c'est vrai que c'est interpellant, quoi. C'est interpellant. C'est interpellant, une équipe qui a survolé, qui était un championnat fantastique la saison passée. Oui, donc 515 millions de transferts. C'est fou. C'est totalement fou. Quelque part, je veux dire, ça me fait pas plaisir qu'ils perdent, mais pour le sport, c'est quand même intéressant. C'est une belle leçon. Ouais, c'est une belle leçon. Ça veut dire qu'on n'achète pas le bonheur. Et quelque part, c'est une bonne leçon pour d'autres. Ouais. Bon, voilà, c'est un grand débat autour de la Première Ligue et des clubs comme Sunderland qui sont les 10e qui ont dépensé le plus d'argent. Donc 150 millions. Bruges j'étais content. Promu de Première Ligue. Il y a un système de droits TV en Angleterre qui font que même quand on est en Championship, on gagne beaucoup d'argent. Et donc voilà, c'est pas le même monde. L'Angleterre et le reste de l'Europe, c'est pas le même monde. Les clubs qui vendent, quand ils voient un club anglais arriver en face, chaque joueur prend 5-6 millions. Un bon joueur de Sunderland peut être vendu à Liverpool facile 50-60 millions, même s'il n'a pas fait grand-chose. Voilà, merci d'être passé, Seb, en tout cas. Merci à vous. Tu as passé un bon moment, ça va ? Très très bien. Malgré la présence d'Adri ? Non, mais on s'est rabiboché là. On va aller boire un verre à ces 4 ensemble. Allez, bonne continuation à Sébastien et à ses garçons donc pour la suite avec les prochaines journées en première provinciale qui seront assez excitantes, tout comme en P2B d'ailleurs. Tout à fait. Attention avec patience. Les gars, merci. Seb, bonne continuation. Et tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Tu sais même pas où il faut rentrer maintenant. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de revoir l'émission. Écoutez sur notre site, bien sûr, et notre chaîne YouTube, onglet podcast. Les Pieds Carrés reviennent le 20 octobre prochain. Ce sera un lundi, comme d'habitude. Ciao, à bientôt.